Nous passons à présent à la question de l'art posée sur le plan philosophique. Alors je voudrais immédiatement restreindre le champ et relier cette question à la notion de la morale. Et la question sera donc, l'art doit-il être moral? J'insiste sur la notion de devoir. L'art doit-il se soumettre au principe du bien? Pour ce qui nous concerne ici, qu'en est-il de l'art du XXe siècle? A-t-il été soumis à cet impératif du bien? Eh bien, pour répondre à la question, d'abord je ferai marche arrière et je poserai la question concernant l'art classique. Qu'en est-il de l'art classique? L'art classique s'est-il soumis au principe du bien? La réponse est très claire. Oui. Le classicisme, la grande période dès le XVIIe siècle, était caractérisée par le fait même d'avoir obéi à des règles. Parmi ces règles, nous distinguons une règle qui a été nommée la règle des bienséances. C'est un mot que nous avons perdu dans la langue française, mais qui désignait précisément le souci de ne pas choquer le public. Règle qui s'est beaucoup appliquée dans le domaine du théâtre. Donc l'art classique, clairement, a cherché à ne pas choquer. Il faut dire qu'on était à une époque, sur toute la période désignée par le terme de classicisme, où l'on avait un consensus, un socle culturel, même un socle spirituel, qui permet une entente, un consensus sur la valeur du bien. Qu'en est-il de l'art moderne? Nous allons voir que les choses ont évolué. Pour l'art classique, la réponse est donc simple. Oui, l'art classique a cherché à être moral. Reposons donc la question pour l'art moderne. Qu'en est-il de l'art moderne? A-t-il eu le souci du respect du bien? Ah, le domaine devient beaucoup plus complexe. Avec le contexte moderne, le XXe siècle, ce socle moral et spirituel s'est effondré et il est clair que nous sommes entrés dans le temps du relativisme. Il n'y a plus de réponse absolue à la question du bien. Si le socle s'effondre, les répercussions sur le domaine de l'art vont être évidentes avec le relativisme, mais également avec un point que j'aimerais relier au phénomène des guerres mondiales qui se sont succédées première seconde au niveau du XXe siècle, puisque au relativisme, il faut ajouter l'entrée dans une sphère qu'on pourrait qualifier d'une sphère du doute généralisé. Je m'explique. Là où l'on avait des réponses, des certitudes, des réponses sûres aux questions que l'homme s'est toujours posées, les grandes questions existentielles et métaphysiques, les guerres mondiales ont amené une réelle déstabilisation. Là où il y avait entente, on passe à des questions, on entre dans une ère du flou. Au relativisme s'ajoute le doute sur les valeurs absolues, et bien sûr en particulier le doute sur cette valeur du bien. Si l'impératif de l'art classique auquel l'art classique se soumettait était respectons, on pourrait le formuler de cette manière, hein, respectons les règles, obéissons aux règles, eh bien je propose de voir l'art moderne comme obéissant à un autre impératif que l'on pourrait formuler ainsi, transgressons. Transgressons. La transgression, c'est le fait de ne plus obéir à la loi et même plus, c'est le fait d'avoir plaisir à enfreindre la loi. On serait donc passé avec l'art moderne du temps du respect de la loi morale au temps de la transgression. L'art moderne obéit donc à un principe qu'on a qualifié de principe de transgression. En fait, ce principe peut être décliné de plusieurs manières. Premièrement, je propose le titre suivant, la provocation. Nous avons vu que l'art classique se définissait par un respect du public, en gros l'impératif « ne pas choquer ». L'art moderne, lui, est caractérisé par l'impératif inverse « choquons, provoquons » sur le plan moral. J'ai choisi 3 exemples qui me semblent représentatifs et qui permettent une traversée du temps. On a vu que la modernité naissait à la fin du XIXe siècle. En 1865, Manet crée un tableau
Un tableau que d'ailleurs Malraux considérera comme le tableau par lequel arrive l'art moderne, c'est la fameuse Olympia de Manet. Cette Olympia, c'est une très belle femme, une jeune femme, étendue, nue, sur un canapé. Elle est charmante, mais voilà, pendant des siècles, on a représenté la femme idéale. Et voilà que Manet représente une femme, une prostituée, une femme belle, mais une femme vulgaire. Aux yeux du public de l'époque, le scandale est donc déclenché. Choquons. Deuxième exemple, on passe maintenant au début du XXe siècle. En 1917, le fameux Marcel Duchamp, un des artistes fondateurs de la modernité, accomplit un acte de transgression vraiment remarquable puisqu'il prend un objet de la vie quotidienne, un objet vulgaire, un urinoir en porcelaine blanche sur lequel il mettra une signature et se posera alors le problème de où commence et où finit l'œuvre d'art. Donc une œuvre d'art comme un urinoir présenté dans les musées aux États-Unis, c'est un véritable scandale très, très fameux dans l'histoire de l'art du XXe siècle. Troisième exemple, allons plus loin, dans les années 1960, un artiste italien, Pietro Manzoni, réalise une série d'œuvres intitulées, Merde d'artistes. 90 boîtes de conserve contiennent des merdes d'artistes, des boîtes étiquetées avec le nom de l'auteur et provocation et interrogation, mais qu'en est-il de l'œuvre d'art? Deuxième manière de décliner cet impératif de transgression, il s'agit de la démarche de parodie. Parodie, parodier, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, il s'agit de se moquer, il s'agit de tourner en dérision. Un excellent exemple, toujours ce Marcel Duchamp, en 1917, la date est importante, donc juste après la Seconde Guerre mondiale, réalise une œuvre qui me semble un bon exemple de parodie. Vous connaissez tous la célèbre Joconde, eh bien Marcel Duchamp se permet d'ajouter à la Joconde, au visage de la Joconde, cette fameuse petite moustache. En apparence, ce n'est rien, mais il a accompagné l'œuvre d'une légende. Alors encore une fois, excusez, la légende, si nous lisons les lettres D-L-H-O-O-Q. Désolé, nous sommes toujours dans la provocation de la morale, et donc c'est une espèce de canular, mais on peut aller au-delà du canular, puisque il faut bien comprendre que cette Joconde apparaît comme un symbole de l'art classique, et le pied de nez que Marcel Duchamp nous adresse, c'est en fait un pied de nez à l'art classique, une manière de dire « c'en est fini », tournons en dérision, tournons la page de cette manière de voir l'art comme par le passé, provocation, parodie. Une dernière manière de décliner cet impératif de transgression, c'est l'esprit négatif, la négativité. Dire non. Dire non semble être devenu une caractéristique majeure de l'art moderne. En fait, on est dans un cercle vicieux et on court vraiment le danger de basculement de l'art complet, de l'art moderne, dans un pessimisme généralisé. Proposition Carré noir de Malevich. Nous arrivons à présent à la fin de cette réflexion sur l'art moderne et la culture. Je passerai par la référence à un philosophe contemporain, il s'agit de Paul Audy. Il a créé un concept extrêmement intéressant, un peu difficile à entendre, il s'agit du concept d'esthétique. Alors il faut entendre est de esthétique, c'est-à-dire toute une réflexion sur le beau, la recherche du beau,
qu'il a croisé la notion d'esthétique avec la notion d'éthique, éthique c'est-à-dire la morale appliquée à la vie individuelle. Concept extrêmement intéressant puisqu'il nous amène à penser l'art en rapport avec la morale, avec l'éthique, ce qui est sans nul doute une voie de la sagesse. Et posons à présent directement la question, mais que doit-il en être de l'art en Christ? Choix du nom, oui, non. Qu'en est-il de l'artiste en Christ? L'artiste en Christ ne peut pas être habité par le non motivé par la négation absolue, la révolte contre. L'artiste en Christ ne peut pas être dans une position médiane entre le oui et le non. L'artiste en Christ doit être motivé par le oui, un oui plein et entier. Et savez-vous qu'un passage de la Bible fait directement référence à ce oui? Je voudrais vous en donner citation. Il se trouve dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 1, les versets 19 et 20. Ce texte déclare la chose suivante. Le Fils de Dieu, le Christ, Jésus, n'a pas été oui et non. Mais en lui, il n'y a que oui. Toutes les promesses de Dieu sont ce oui en lui, Jésus-Christ. La voie est ouverte. L'art en Christ, à la suite de Christ, prend une orientation positive. Pour reprendre des questions qui ont été abordées tout à l'heure, bien sûr que l'artiste chrétien peut se révolter. Il peut se révolter, mais à la différence de l'artiste moderne qui part de la négativité, de la contestation, de la provocation, la révolte de l'artiste en Christ est motivée par le oui, un oui fondamental aux valeurs qui sont données par le livre de référence de l'artiste chrétien qui est la Bible, un oui de défense des valeurs de Dieu dans sa parole. Donc si l'artiste moderne est motivé par le non de contestation, l'artiste en Christ peut se révolter, mais au nom d'un oui.